Je suis arrivé au dîner de famille le cœur battant, tentant de calmer le froid dans mes mains. Le salon brillait de chandeliers dorés et de fleurs fraîches, l'odeur du canard rôti et des herbes flottait dans l'air. J'espérais retrouver des visages connus, entendre des conversations sur des souvenirs anciens et ressentir, ne serait-ce que pour quelques heures, le sentiment d'appartenir. Mais à l'entrée, avant même d'accrocher mon manteau, mon cousin Étienne m'a tendu une carte. J'ai souri, croyant qu'il s'agissait d'un petit jeu ou d'une indication de place. Quand mes yeux ont rencontré les mots imprimés, j'ai senti un coup violent dans l'estomac, non autorisé à entrer dans la salle. Mon corps s'est figé en lisant ces lettres. Ce n'était qu'un morceau de papier, mais il pesait comme une condamnation. Je l'ai serré si fort que mes doigts ont commencé à trembler, attendant que quelqu'un m'arrête pour me dire qu'il s'agissait d'une erreur. Mais personne n'a parlé. Au contraire, ceux qui étaient proches ont détourné le regard, ont feint de se recoiffer ou de vérifier leur téléphone. Le couloir devant moi s'étirait, sombre et vide, comme s'il voulait me repousser loin de la chaleur et des voix venant de la salle principale. Je ne savais pas si je devais déchirer ce papier immédiatement ou le garder comme la preuve amère de ce qui m'arrivait. Mes frères sont passés à côté de moi comme si je n'existais pas. Ils riaient, parlaient à voix haute des derniers événements, et aucun d'eux n'a remarqué ma main tremblante serrant cette carte. J'ai cherché autour de moi un regard de compassion. J'ai vu ma tante fouiller dans son sac inutilement, mon beau-frère fixer son écran, et même ma cousine Clara, d'ordinaire si tendre, éviter mes yeux. C'est à ce moment précis que j'ai compris que cette humiliation n'était pas un accident, elle avait été planifiée. J'étais devenue la cible d'un rejet silencieux mais brutal, en pleine réunion familiale. Les rires qui provenaient de la salle se transformaient en coups de poignard invisibles. Le tintement des verres, les pas rapides des serveurs, le cliquetis des couverts sur la porcelaine, tout semblait se moquer de mon silence. L'odeur du Bordeaux envahissait l'air, me rappelant combien de fois j'avais moi-même aidé à le servir lors d'occasions spéciales. Mais maintenant, on ne me permettait même pas de franchir la porte. C'était comme si j'avais été effacé de l'histoire familiale, remplacé par une présence encombrante qu'on devait cacher. La honte était si forte que je sentais mon visage s'embraser et mes jambes faiblir. La question tournait dans ma tête, qu'ai-je fait de si grave pour mériter cela? Mais aucune réponse ne venait. J'avais passé des années à m'occuper de tout ce quand mon père était malade, renonçant à mes propres rêves pour que rien ne manque à la maison. J'avais soutenu l'unité familiale plus d'une fois, payant des dettes qui n'étaient pas les miennes, renonçant à des voyages et des opportunités. Et voilà que, pour seule reconnaissance, on me tendait une carte qui m'excluait de la salle, comme si tout ce passé avait été effacé par un geste cruel. L'injustice brûlait en moi, mais personne ne semblait le voir. Une larme a échappé à mon contrôle. J'ai passé ma main rapidement sur mon visage, priant pour que personne ne la remarque. Je ne voulais pas leur donner le plaisir de me voir vaincu, mais la douleur était plus forte que mon masque. Ce couloir étroit se transformait en scène où je me tenais seul, exposé au jugement muet de ceux qui prétendaient ne rien voir. Chaque pas vers le mur pesait comme des chaînes invisibles. J'étais la sœur oubliée, la fille dévalorisée, la parente indésirable. Alors j'ai cherché ma mère du regard. Elle était assise dans un coin de la salle, vêtue d'une robe bleu marine, les cheveux relevés en un chignon élégant. Pendant un court instant, nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de plus fort que des mots, une lueur d'indignation mêlée de douleur. J'ai compris qu'elle souffrait elle aussi de me voir ainsi, mais qu'elle restait silencieuse, attendant peut-être le moment juste pour agir. Ce regard a été pour moi un fil d'espoir au milieu du désert d'humiliation qui m'entourait. Les conversations continuaient derrière les murs, étouffées mais audibles. L'odeur des desserts fraîchement préparés se mêlait à celle de la viande rôtie, chaque arôme me rappelant cruellement ce dont on me privait. Les lumières de la salle se reflétaient dans la porte vitrée, créant une barrière symbolique entre eux et moi. Ce n'était pas seulement la salle qu'on me refusait, c'était l'appartenance, l'identité. Je restais immobile, serrant cette carte comme on serre un verdict de bannissement, incapable de décider comment réagir. Soudain, j'ai entendu mon nom murmuré par deux cousines au fond du couloir. Les petits rires étouffés qui ont suivi m'ont transpercé comme des lames. Elles parlaient de moi, j'en étais sûre, commentant la scène. J'étais devenu le spectacle secret de cette soirée.
Mon visage brûlait de honte, mon cœur frappait ma poitrine à un rythme affolé. Tout mon corps criait de fuir, mais mes jambes restaient figées au sol. Je voulais disparaître, mais la douleur me clouait sur place. Et c'est alors que j'ai remarqué un mouvement brusque. Ma mère s'est levée lentement de sa chaise, ses pas résonnant avec une assurance silencieuse. Son visage ne montrait ni hésitation ni peur, seulement une décision claire. Elle a traversé la salle avec détermination, et en la voyant avancer, j'ai senti que quelque chose était sur le point de changer. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais pour la première fois ce soir-là, j'ai eu la sensation que l'histoire n'était pas terminée. Les jours qui ont suivi ce dîner furent comme un long hiver intérieur. Je rentrais chez moi avec le goût amer de l'exclusion encore dans la bouche, et le silence de la maison résonnait comme un jugement. Le soir, je m'asseyais dans la cuisine, une tasse de café noir entre les mains, mais le goût était fade, écrasé par le souvenir de ce carton humiliant. Même le tic-tac de l'horloge semblait me rappeler que le temps avançait alors que moi, je restais figé dans cette douleur. Chaque battement de l'aiguille me disait « On t'a rejeté, et tu n'as rien fait ». Les nuits étaient pires encore. L'obscurité de ma chambre m'enveloppait, mais mes pensées restaient brûlantes, déchirantes. Je revivais sans cesse la scène, la main d'Étienne, le carton, les regards détournés. J'entendais encore les rires étouffés derrière la porte, et je sentais l'odeur du vin et du canard rôti, comme si j'étais toujours là, exclu, glacé par la honte. J'essayais de fermer les yeux, mais chaque fois, cette phrase imprimée surgissait comme une cicatrice, non autorisée à entrer. Mes matinées se transformaient en lutte silencieuse. Je me levais mécaniquement, préparais le petit déjeuner, mais chaque geste était vide. Je regardais ma fille me poser des questions avec ses yeux innocents. « Maman, pourquoi es-tu si triste ?» Je n'avais pas de réponse. Comment lui expliquer que sa mère avait été rejetée par ceux qui auraient dû l'aimer sans condition? J'étouffais mes larmes, mais à l'intérieur, je me sentais réduite à néant. Un après-midi, alors que je rangeais les tiroirs, je suis tombée sur de vieilles photos, moi à 20 ans, souriante, entourée de ma famille, tenant mon père malade par la main. J'ai revu ces années où j'avais tout sacrifié pour eux, où je m'étais oubliée pour porter leur fardeau. Et maintenant, j'étais traitée comme une étrangère. Ce contraste m'a fendu le cœur, mais il a aussi allumé une braise. Une voix intérieure murmurait « Tu as déjà survécu à pire. Ne les laisse pas t'anéantir. » C'est alors que ma mère m'a appelée. Sa voix au téléphone était douce, mais chargée d'une force ferme. « Élisabeth, tu n'as pas mérité cela. Ne laisse pas leur cruauté te réduire. La douleur avalée en silence devient du poison. Transforme-la, ma fille. Transforme-la en force. » Ces mots ont frappé quelque chose en moi. Peut-être avais-je enterré trop longtemps ma propre voix, croyant que me taire signifiait protéger la paix. Mais son conseil résonnait, le silence pouvait devenir une arme, mais seulement si je décidais de le briser. Cette nuit-là, je pris un vieux cahier vierge et j'écrivis. J'ai écrit tout ce que j'aurais voulu crier au dîner. Chaque ligne était une plaie ouverte, je ne suis pas une intruse. J'ai porté cette famille quand elle s'effondrait. Vous m'avez effacé, mais vous ne m'éteindrez pas, les mots coulaient comme des larmes sur le papier. Relire mes phrases m'a fait pleurer, mais ce fut une délivrance. Je découvrais une nouvelle façon de respirer. Quelques jours plus tard, je reçus un message inattendu. C'était ma nièce Clara. Elle écrivait « Tati, je suis désolée. Je t'ai vue ce soir-là dans le couloir, seule. J'aurais dû parler. J'ai eu honte. » Ces mots m'ont bouleversée. Je n'étais pas complètement seule. Quelqu'un avait vu ma douleur, quelqu'un portait aussi ce poids. Cette confession a fissuré la muraille de mon isolement. Une étincelle d'humanité venait de traverser l'ombre. Je décidai alors de rendre visite à ma mère. Elle m'accueillit avec un regard pénétrant, une tasse de tisane fumante entre les mains. Quand je franchis la porte, elle posa la tasse et dit d'une voix calme « Tu n'as pas été rejetée, ma fille. Ce sont eux qui se sont diminués. Cette salle ce soir-là ne te méritait pas », ces mots furent comme un baume. Je sentis mes épaules se relâcher, et pour la première fois depuis ce soir-là, je respirai un peu plus librement. Cette nuit-là, je fis un rêve étrange. J'étais de nouveau au dîner, dans ce couloir étouffant. Mais cette fois,
Je déchirais le carton en 1000 morceaux et je franchissais la porte sans peur. Personne ne pouvait m'arrêter. Le rêve était si réel que je me suis réveillé le cœur battant, les draps humides de sueur. En me redressant, j'ai compris, je ne pouvais pas continuer à vivre dans le silence. Je devais transformer l'humiliation en vérité. Le silence qui me dévorait commençait à se changer en armure. Il ne serait plus une prison, mais une protection, un écho puissant. Je n'étais plus seulement la femme humiliée au dîner. J'étais Elisabeth Moreau, et pour la première fois, j'avais décidé de ne plus me taire. Une tempête naissait en moi, et elle n'allait pas s'arrêter. L'occasion de parler arriva lors de l'anniversaire de ma mère, quelques semaines plus tard. Toute la famille était réunie à nouveau, comme si de rien n'était. Les nappes blanches recouvraient les tables, les verres étincelaient sous les lustres, et l'odeur de poulet rôti se mêlait au parfum des roses. Je franchis la porte d'un pas ferme, mais cette fois je n'avais plus la tête baissée. Dans mon sac, je portais encore ce carton froissé, preuve de l'humiliation. Mon cœur battait fort, mais je savais qu'il était temps de transformer la honte en vérité. Lorsque tout le monde s'assit autour de la table, j'ai levé la main et demandé la parole. Un silence immédiat s'installa, lourd, presque inconfortable. Tous les yeux se sont tournés vers moi, certains surpris, d'autres méfiants. J'ai sorti le carton de mon sac et je l'ai tenu en l'air. Ce papier, ai-je dit d'une voix claire, m'a été remis lors du dernier dîner. Il disait que je n'étais pas autorisée à entrer. Qui a décidé cela? Le choc dans la salle était palpable. On entendait seulement le grésillement discret des bougies. Mon cousin Étienne tenta de prendre la parole, sa voix hésitante trahissant son malaise. C'était une décision d'organisation, rien de personnel, murmura-t-il en évitant mon regard. Ces mots étaient vides, sans consistance. Mais avant que je puisse répondre, ma mère s'est levée brusquement. Son visage était grave, ses yeux lançaient des éclairs. Organisation, dit-elle d'une voix ferme. Humilier ma fille devant toute la famille, c'est ce que tu appelles organisation? Ces mots résonnèrent comme un tonnerre. Les verres tremblèrent légèrement, et personne n'osa parler. Elle continua, la voix vibrante d'émotion, Elisabeth a été le pilier de cette famille. Quand votre père était malade, c'est elle qui veillait. Quand il manquait de l'argent, c'est elle qui payait. Et vous osez la traiter comme une étrangère? Ces paroles étaient des flèches, atteignant chacun en plein cœur. Je voyais mes oncles baisser les yeux, mes cousins détourner leurs regards, honteux. Étienne tenta de se justifier encore. Mais ses lèvres tremblaient, et ses phrases se brisaient. Finalement, il finit par avouer ce que tout le monde soupçonnait. J'ai pensé qu'Elisabeth cherchait toujours trop d'attention. Alors j'ai voulu limiter sa présence. La vérité tomba comme une lame glacée. Toute la salle retint son souffle. On venait de mettre à nu la jalousie et la cruauté qui se cachaient derrière ce geste. Ma mère avança, prit le carton de mes mains et le leva bien haut. Elle le regarda un instant, puis d'un geste sec, le déchira en plusieurs morceaux. Les lambeaux tombèrent lentement sur la table, comme des flocons de neige amère. Dans ma maison, aucune fille ne sera invisible, déclara-t-elle avec une autorité que personne ne pouvait contester. Ces mots claquèrent dans l'air comme une sentence définitive. À cet instant, je sentis quelque chose se briser en moi, mais cette fois, ce n'était pas la douleur. C'était la chaîne de silence qui me retenait depuis des semaines. En voyant ma mère se lever pour moi, en entendant ces mots, j'ai compris que je n'étais pas seule. Une chaleur inattendue monta dans ma poitrine. Je respirais enfin, comme si l'air m'avait été rendu. Autour de moi, certains parents se levèrent pour s'excuser. Ma tante posa sa main sur mon épaule, murmurant qu'elle avait honte de ne pas avoir réagi. D'autres restaient silencieux, incapables de soutenir mon regard. Quant à Étienne, il resta assis, les yeux fixés sur son assiette, le visage blême. Sa défaite était évidente, mais surtout, sa cruauté avait été dévoilée au grand jour. Ce soir-là, la justice n'était pas venue d'un tribunal, mais du courage de ma mère et de la vérité dite à voix haute. Ce n'était pas une vengeance, mais une libération. La famille entière avait entendu ce qui avait été caché, et chacun devait maintenant porter le poids de ses choix. J'avais enfin récupéré ma voix, et plus rien ne serait comme avant.
La soirée reprit doucement, mais l'ambiance n'était plus la même. Un mélange de gêne et de respect planait dans la pièce. Moi, je me sentais légère, comme si les murs qui m'avaient exclue s'étaient écroulés. Le carton n'existait plus, remplacé par la certitude d'avoir osé affronter le silence. J'avais attendu ce moment, et il était enfin arrivé, la justice, tardive mais éclatante, avait frappé. Après ce soir-là, ma vie prit une nouvelle direction. Non pas parce que tous mes proches changèrent soudainement, mais parce que moi, j'avais changé. Le poids qui m'écrasait avait disparu, remplacé par une conviction nouvelle, je n'avais pas besoin de leur approbation pour exister. Ce carton, jadis symbole de honte, n'était plus qu'un souvenir lointain, une preuve de la cruauté des autres, mais aussi de ma capacité à me relever. J'avais traversé l'orage, et désormais, j'avançais la tête haute. Chaque fois que je marchais dans la rue, je sentais cette liberté nouvelle. Les vitrines des cafés, les passants pressés, les marchés bruyants, tout me semblait différent, plus vivant. Mon reflet dans les vitres n'était plus celui d'une femme blessée, mais d'une femme debout, consciente de sa valeur. Même mes rides, que j'avais toujours vues comme des marques du temps, me paraissaient désormais être des cicatrices de courage. J'avais cessé de me voir comme l'exclue, je me voyais comme une survivante. La relation avec ma mère devint plus forte que jamais. Elle avait été le pilier silencieux, la voix qui avait brisé l'injustice. Chaque fois que je partageais un thé avec elle, je sentais la puissance tranquille de son amour. Elle me répétait souvent, « La justice est parfois lente, mais quand elle arrive, elle balaie tout sur son passage. » Ces mots étaient devenus un mantra. J'appris à patienter, à comprendre que la vérité finit toujours par se montrer, même si le chemin est douloureux. Je commençai à écrire davantage. Ce qui au départ n'était qu'un exutoire devint une habitude. Chaque soir, je noircissais les pages de mon cahier de réflexion, de souvenirs, de vérités que j'avais trop longtemps gardées. Ce journal devint mon allié, ma voix intime. En le relisant, je découvrais une femme que je n'avais jamais vraiment connue, forte, résiliente, capable d'affronter la cruauté sans se laisser briser. Je comprenais enfin qui j'étais, en dehors du regard des autres. Un jour, en relisant mes écrits, j'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, avaient reçu un « carton invisible » au cours de leur vie. Peut-être pas une feuille de papier, mais des paroles blessantes, des humiliations silencieuses, des regards qui excluent. Je réalisais que nous étions nombreuses à porter ce fardeau. Alors je décidai de raconter mon histoire, pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui avaient été mises de côté, réduites au silence. En partageant mon récit avec des amis, j'ai vu leurs yeux s'emplir de larmes. Elles reconnaissaient dans mon humiliation leurs propres blessures. Certaines parlaient d'un mari qui les avait rabaissées, d'un travail qui les avait méprisées, d'une famille qui les avait oubliées. Ce que j'avais vécu n'était pas seulement mon histoire, c'était un miroir de tant d'autres existences. En parler devenait une manière de briser le cycle du silence. Peu à peu, ma douleur devint une source d'inspiration. Je n'étais plus définie par cette soirée, mais par la façon dont j'avais choisi d'y répondre. La justice n'avait pas effacé la blessure, mais elle m'avait donné les armes pour transformer ma cicatrice en force. Et chaque fois que je croisais Étienne aux réunions de famille, je voyais dans ses yeux le souvenir de ce soir où la vérité l'avait mis à nu. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Je compris alors que pardonner ne signifiait pas oublier. Pardonner, c'était me libérer de l'amertume, refuser de porter leur fardeau. Je ne voulais pas que leur cruauté continue de dicter mes pas. Alors j'ai choisi de lâcher prise, de tourner la page, mais sans jamais effacer ce que j'avais appris. Le pardon n'était pas pour eux, il était pour moi. Il me rendait libre. Aujourd'hui, je regarde cette histoire non pas comme une tragédie, mais comme une renaissance. Elle m'a appris que la valeur d'une femme ne dépend pas des étiquettes qu'on lui colle, mais de la force qu'elle trouve en elle-même. J'ai découvert que même quand on nous ferme des portes, nous avons toujours le pouvoir d'en ouvrir d'autres. Ce carton, autrefois symbole de rejet, s'est transformé en tremplin vers une vie plus vraie, plus consciente, plus libre. Et si je devais résumer cette leçon en une phrase, ce serait celle-ci: personne n'a le droit de décider où vous avez votre place. Cette vérité, je l'ai gravée dans mon cœur. Alors, à celles qui écoutent mon histoire, je dis, quand on vous dit que vous n'êtes
pas autorisé à entrer, souvenez-vous que le seul endroit où vous devez vous autoriser à entrer, c'est dans la pleine conscience de votre propre valeur. Car au fond, la seule clé qui compte est déjà entre vos mains.